C'est Youssouf Saddiq. Bienvenue. Bienvenue. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici à l'Institut international pour la paix. Vous êtes journaliste, anthropologue, historien. Vous êtes surtout un enseignant dans le sens le plus large du terme. Dirais-je même un savant de la pensée islamique moderne. Surtout pour moi, les savants. C'est après qu'on dira après. Quand on sera parti. Parti. Mais surtout, vous êtes l'illustre auteur de plusieurs ouvrages, j'ai compté au moins 15, masha'Allah, qui traduisent et qui interprètent le patrimoine de l'ancienne Grèce et surtout l'héritage écrit musulman. Une des tâches que nous nous sommes assignés ici à l'Institut international pour la paix, d'essayer d'apprivoiser, de comprendre par les temps que courent cette denrée rare, illusive qu'on appelle la paix. Et ma première question est de savoir comment ces penseurs grecs, musulmans, comment les textes religieux, dont vous êtes l'exégèse certainement du Coran, définissent la paix, conçoivent la paix, et comment les gens de leur temps œuvrent pour cette paix. Voilà ma première question, professeur. Vous savez comme moi, puisque vous maniez autant que moi, autant que tous les Tunisiens, la langue arabe, vous savez que cette racine SLM, qui a donné en hébreu SLM, Shalom, Salam, est une notion extrêmement anthropologique. Vous avez raison d'évoquer ma fonction principale comme enseignant, à savoir un anthropologue. Qu'est-ce que c'est que Salam? Chez nous, du moins, les héritiers du patrimoine islamique, mais aussi avant l'islam. Il ne faut jamais oublier qu'avant l'islam, il y avait toute une population, des traditions, des bonnes traditions, une bonne moralité. La preuve que nous avons la poésie pré-islamique qui est pleine de valeurs, etc. Donc, cette notion de salam, que la paix soit pour vous, qui jusqu'à maintenant et depuis très longtemps le salut principal de la plupart des communautés musulmanes, c'est quelque chose de à la fois bizarre et réconfortant. Quand vous passez, vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous croiser et chacun va disparaître de l'horizon de l'autre. Dès que vous êtes à l'intersection l'un de l'autre, l'un dit Assalamu alaikum, paix sur vous, et l'autre dit Alaykum salam, sur vous la paix. Donc il renverse un peu la proposition. Assalamu alaikum, alaykum salam, paix sur vous la paix. Et dès que je donne mon dos à ce passant, je suis à l'aise. Je sais qu'il ne va pas me poignarder, je sais qu'il ne va pas me caillasser, jeter des pierres. Et il sait que je ne vais pas le faire. Puisque à l'intersection, on a évoqué pour chacun une espèce d'expression qui rassure. Allez en paix derrière moi, et moi je vais en paix derrière vous, et ne craignez rien. En un sens, c'est un pacte. C'est un pacte instantané. Et c'est à partir de cette racine commune à l'hébreu et à l'arabe, salam ou shalom, à partir que s'est construit la dernière religion, l'islam. Ce qui est regrettable dans cette religion à ses fondations, ce qui est regrettable pour toutes les religions, dès qu'elle est née, en promettant plein de valeurs, plein de paix, etc. Et la communauté qui s'agglutine comme des abeilles autour de telle ou telle religion va en faire un système. Et si elle en fait un système, elle
elle va vouloir le garder, elle va vouloir le protéger, elle va vouloir le défendre. Et parfois, quand vous allez défendre quelque chose, vous devancez l'intention de l'autre. Vous dites, ma seule défense est d'attaquer. Et d'où la guerre, et d'où le contraire de la paix. Et comment ces auteurs grecs que vous avez si bien traduits conçoivent-ils, concevaient-ils la paix? Le plus connu, le plus populaire, qui a traité de cela, c'est bien sûr, tout le monde le sait, c'est même un monument planétaire, un monument international, universel, c'est Platon. Platon a fondé l'analyse de la paix, mais je dirais en fouillant en avant, en faisant une fuite en avant vers ce que maintenant nous appelons l'idéalisme, quelque chose qu'on peut appeler aussi d'utopique. Et il a fondé dans au moins 2 ouvrages les premiers dialogues de Platon qui parlent de droit. Comment je fonde un droit? Et il fonde ça sur 2 propositions qu'il a apprises de son maître, Socrate. La première, c'est nul n'est méchant volontairement, personne n'est méchant parce qu'il veut le faire, et la méchanceté est facilement effaçable par la pédagogie, par l'enseignement et par la conviction que Platon affirme que la justice est innée en l'homme. La justice qui fait la paix est innée en l'homme. Dans ce sens, il donne un exemple, très instructif. Il dit, même les bandits, même les malfaiteurs, même les malfrats, s'ils n'appliquent pas la justice entre eux en se partageant le butin, la bande va disparaître, ils vont s'entretuer. Donc la justice est innée en l'homme, elle est même la fondation du groupe. S'il n'y a pas justice, il n'y a pas de groupe. Donc il fonde sur ça et puis il a écrit ce livre que tout le monde connaît, qui s'appelle La République. La République, il donne 2 manières de gérer cette communauté où la justice est innée. La première manière pour gérer cette justice, c'est les obliger à la collectivité, les obliger à respecter les normes communes. La deuxième, c'est d'accepter un gouvernement d'aristocrates. Le mot aristocrate en Grèce, signifie les meilleurs, l'élite. Et cette aristocratie-là, par la vertu, doit gérer la nation. Et Platon, quand on lit La République, il penche plutôt vers le gouvernement aristocratique. La Grèce antique, comme vous me l'avez demandé, a étendu la question avec Aristote. Aristote qui a pensé le premier l'idée de constitution. Et il faut dire que la constitution des Athéniens, c'est le titre du livre qu'il a écrit, fait l'éloge de la constitution carthaginoise. Il dit la meilleure, elle est la meilleure, parce qu'elle combine à la fois le populaire et l'élitiste. Elle combine la vertu des meilleurs, les aristocrates, et aussi la vertu de tout le groupe qui est complètement protégé. Alors que celle d'Athènes ne reconnaît pas le métèque, c'est-à-dire l'étranger, ne reconnaît pas la femme. La démocratie de l'ancienne Grèce ne reconnaît pas la femme du tout, la femme est un objet, et ne reconnaît pas, bien sûr, l'esclave. Donc il y a toujours les meilleurs qui gouvernent, c'est le Sénat, c'est la boulée, c'est le Mala en arabe. Et donc si l'homme n'est pas méchant, d'où vient cette idée qu'on a peut-être héritée de la philosophie politique occidentale, que l'homme, par nature, est violent et qu'il lui faut un État qui régule ses relations
entre ces hommes qui sont par nature violents. D'où ça vient cette idée-là? Là, on va sauter des siècles pour répondre à une question et venir à ce que nous appelons les temps modernes. Le temps moderne, comme vous savez, commence avec cette révolution en Europe, qui est la révolution de Descartes. Descartes qui a institué d'une manière évidente le bon sens, la raison, etc., etc. Mais au même moment où Descartes parlait de ça, sur le plan politique, il y avait un homme qui a parlé de la sauvagerie essentielle de l'homme. C'est Thomas Hobbes, un Anglais qui s'appelle Thomas Hobbes, et qui a pris l'adage, qui n'était pas une phrase de lui, mais c'est presque un proverbe à l'époque, l'homme est un loup pour l'homme. Et il a écrit son plus grand bouquin, qui reste jusqu'à maintenant d'une très grande actualité, qui s'appelle Le Léviathan. Le Léviathan est un monstre impersonnel auquel tous les citoyens délèguent leur volonté. Il dit, moi j'ai des passions, j'aime la vérité quand je trouve que mon copain est en train de manger quelque chose ou quand il est en train de jouir d'un bien qu'il a eu légitimement, disons, j'ai toujours tendance à vouloir sauter sur lui et le lui enlever. Donc chacun doit abandonner cette passion-là et comme dans une tirelire, la donner à un monstre impersonnel qu'il appelle le Léviathan. Le Léviathan, c'est l'État. Et qui est impersonnel et qui confisque toutes les passions pour les régir et pour les vider de leur sauvagerie. Mais c'est un régime ou une manière de voir extrêmement dure. Le Léviathan est un monstre qui broie la volonté humaine, qui broie la créativité humaine, qui, lorsque vous êtes un grand écrivain ou que vous êtes un grand artiste, vous devez sacrifier cela pour le bien de l'État. Et un siècle plus tard, il y a eu quelqu'un d'autre que tout le monde connaît, que nous avons tous étudié, que ce soit à l'Occident ou à l'Orient, en Orient, c'est Jean-Jacques Rousseau. Au XVIIIe siècle, il a fait une synthèse. Il dit, c'est vrai, l'homme est bon de nature. Mais à un certain moment, il y a eu un séisme, un tremblement de terre, qui n'explique pas. Et il l'exprime, le résume ainsi, il disait, dans l'origine de l'inégalité entre les hommes, et c'est sur l'origine de l'inégalité entre les hommes, il disait, le premier qui a enclos un terrain pour dire que celui-ci est à moi, était le premier imposteur, car il a ignoré que si les fruits sont à tout le monde, la terre n'est à personne. Donc, c'est l'idée de propriété qui institue cette différence entre les hommes et donc cette guerre entre les hommes. Et Rousseau reconnaît, un peu comme Hobbes, qu'on ne revient plus en arrière. C'est fini. Quand il y a eu ce phénomène de propriété, quand il a fondé la civilisation, on ne peut plus revenir à un état où le bon sauvage est possible, où la bonté de l'homme essentielle est possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un contrat social entre les égoïsmes. Et le contrat social entre les égoïsmes pour assurer la paix, et d'ailleurs la démocratie américaine s'inspire de Rousseau, elle se résume ainsi. J'ai ma liberté, mais celle-ci s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc il a créé les normes, il a créé la police, l'État, tout en reconnaissant que l'homme peut s'approcher de sa bonté originelle. Il a écrit un livre sur l'éducation, il a écrit un livre sur l'amour, la nouvelle Héloïse. Donc la nostalgie de la bonté originelle de l'homme reste chez Rousseau alors qu'elle était absente chez Hobbes. Fascinant. Et dans ce contexte-là, où on a un État à Léviathan, comment construire la paix à ce moment-là? Quels sont les mécanismes de vogue dans ce temps-là qu'il préconise pour construire la paix? Maintenant, je crois que c'est un champion, un as, un génie qui répondra à une telle question, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que, au lieu que l'individu, bon ou respectueux des lois, pour rester dans Hobbes, agit, maintenant les États agissent comme individus.
Maintenant, quand vous lisez n'importe quel journal, dans n'importe quel pays, vous dites tel État ne veut pas ceci, il est en colère pour cela, il doit écraser un tel, il doit devenir l'ami d'un tel et s'approcher de lui, et même parfois des chansons d'amour d'un État à un autre. Donc l'État joue un rôle qui n'est pas le sien. Un État doit être abstrait, il ne doit pas être en colère, il ne doit pas aimer, ni détester, ni haïr, mais penser logiquement parce qu'il n'a pas comme nous des neurones, de la sensibilité, des raisonnements, etc. Ce qui se passe maintenant, c'est que les États sont dans la subjectivité. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il faudrait que les États arrivent un jour à reprendre leur rôle. Le rôle qui est un rôle de calcul. Et dans ce cas-là, on saura celui qui est égoïste, le peuple qui est égoïste et le peuple qui n'est pas égoïste, le peuple qui veut écraser un autre ou qui ne veut pas écraser un autre. Peut-être que l'ONU est un embryon de cela. Mais, comme nous le savons tous, l'ONU est très souvent impuissante devant des puissances qui détiennent la force. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut donner raison à ceux qui disent, dans ce cadre que vous venez de décrire, l'État qui s'approprie les caractéristiques d'un individu et qui commence à avoir des émotions, que l'État peut faire la guerre, l'État peut arrêter la guerre, mais en fait, l'État ne veut pas faire la paix? Oui, parce que la notion de paix, vous avez tout à fait raison, la notion de paix, elle nous renvoie à cette nostalgie rousseauiste, que l'homme était bon. Parce que, ou alors celle de Socrate, nul n'est méchant volontairement. L'homme, moi je crois que quand il a l'alternative claire, prendre une arme, blesser quelqu'un d'autre, risquer d'être lui-même blessé, etc., ou rester tranquille, il choisira de rester tranquille, d'enlacer ses enfants, de faire l'amour avec sa femme, d'aller rendre visite à sa maman ou à sa grand-mère, etc., etc. Sauf que, s'il choisit cette alternative, il doit en avoir les moyens. S'il trouve que l'autre le prive de ses moyens pour aller faire l'amour avec sa femme, acheter des habits à ses petits garçons, sa petite fille, etc., etc., s'il trouve que celui-là, on l'empêche de le faire, eh bien, il s'installe entre eux cette adversité qui fait que je veux vous arracher au moins le surplus. Si je considère que vous avez un surplus qui m'empêche moi de vivre, donc je vais essayer de vous l'enlever. Mais quand je me mets en guerre contre vous pour vous enlever le surplus, ce n'est jamais le surplus que j'ai toujours tendance à vous enlever plus que le surplus, votre vie, tout simplement. D'où cette envie de paix devient tout simplement une envie de mort, le mort de l'autre. Merci beaucoup. En cette deuxième décennie du XXIe siècle, et par les temps qui courent, quel bilan faites-vous de l'état de la paix? Moi, je crois qu'elle est catastrophique. Et je reviens au siècle dernier, simplement. Nous sommes au début d'un siècle. Et déjà, en moins de 20 ans, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point nous avons presque dépassé le siècle dernier. Mais le siècle dernier a montré que l'évolution de l'homme vers le mieux, vers le mieux-être, n'est pas du tout linéaire. Elle n'est pas ascendante. Comment concevoir qu'au XXe siècle, le temps de Pasteur, le temps d'Einstein, le temps des grands jardins, le temps des grandes architectures, le temps du bonheur de l'homme, comment on conçoit qu'un État, un régime plutôt, je ne parle pas d'État, un régime plutôt, mette les enfants dans les fours crématoires ou dans les chambres à gaz. Donc l'homme est revenu à une primitivité ignoble, inimaginable, alors que nous croyons qu'il a tous les moyens intellectuels, technologiques, scientifiques pour évoluer. On a constaté qu'il n'a pas évolué. Et le pire est devant nous. Le pire est devant nous. L'homme
et son évolution est en dents de scie. Moi, j'ai parlé de très grands événements, comme le nazisme, par exemple, mais tous les jours, toutes les années, on voit ça et là, dans des contrées, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, même en Amérique ici. Je prends d'Amérique du Nord, je prends des petites anecdotes. Quelqu'un qui prend des armes et tue des gens qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vus, ou des copains à lui dans un lycée. Donc, il faudrait toujours réfléchir avec, sous l'aisselle droite, Hobbes, sous l'aisselle gauche, Rousseau, et essayer de rapprocher les deux thèses, ou de faire la synthèse des deux thèses. L'homme est un loup pour l'homme, mais l'homme est bon de nature. Il faut essayer de les accorder ensemble, de les concilier ensemble. À la lueur de ce que vous venez de décrire, comment parer à cette dérive catastrophique? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, ne pas poser la question de la recette. Il n'y a pas de recette. Il y a tout simplement quelque chose qu'on a ignoré ou qu'on a négligé de poursuivre assidûment, ardemment, comme lorsque vous devez casser une barre de fer, vous n'avez pas le choix, vous devez passer le temps qu'il faut pour qu'avec les moyens que vous avez, vous la cassez. Sinon, si vous allez essayer et puis revenir à une autre tentative, vous ne la cassez jamais. Nous devons commencer dès les premiers âges du langage. D'abord, apprendre à l'enfant à lire, non pas à lire les chiffres ou les lettres, non, pas à dire ceci est un A, ceci est un G, ceci est un H, et ceci est âne ou cheval. Non, à lire tout, à lire les relations, à lire le ciel, à lire les relations, à lire les émotions, le visage de son copain, à lire les manifestations de la douleur, du malheur, de la compassion, et lui apprendre à lire tout cela et en faire en sorte que cet humain-là, ce petit homme, trouve qu'il ne peut pas faire du mal à l'autre, parce que l'autre, c'est lui. Il faut faire un enseignement qui confonde cet autre à soi-même. C'est la seule solution, sinon on continuera à trouver ces désagréables surprises, trouver un régime qui met les gens dans les fours crématoires, des gens comme lui, comme nous. Le petit juif que vous connaissez dans toutes les photos, les bras en l'air avec un soldat allemand casqué à la nazie était en train de le conduire, ça c'est le miroir où nous devons voir notre sauvagerie initiale qui n'est pas encore domestiquée. Donc l'éducation. L'éducation, le plus bas âge, est d'une manière continue, d'une manière insistante, d'une manière qui n'a aucun répit, pas une minute de répit, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et responsables et que vous vous dites, vous, papa, ou elle, maman, maintenant, il ne m'appartient plus. Ce n'est plus mon fils, c'est un homme, c'est plus ma fille, c'est une dame comme tout le monde. Peut-être que j'ai un souvenir que je l'ai mise au monde à un certain moment, qu'elle était bébé, etc. Et c'est ce qui me lie à elle plutôt qu'à la dame qui passe dans la rue. Mais c'est tout. Mais pour le reste, le jour où je dis c'est quelqu'un qui m'est extérieur, c'est un citoyen comme tout le monde, là, je dis, je l'ai bien éduqué et j'ai rendu mon devoir à la communauté, au monde et à la paix. Donc, l'éducation, commencer par le bas âge et continuer. Et surtout qu'elle se base sur la lecture. La lecture de tout. La lecture du monde. Comment on lit le monde. Qu'est-ce qu'un arbre? On n'a jamais appris à nos enfants qu'est-ce qu'un arbre. À 18 ou 20 ans, il a envie, parce que ça le gêne, de l'abattre. Il n'en a pas envie parce qu'il ne laisse pas sa bicyclette passer. Non, il faut lui dire que l'arbre est un être aussi nécessaire que toi au monde. Et la relation entre ces objets et ces êtres-là. Oui.
Vous avez mis l'accent surtout sur comprendre les relations. Toutes les relations, et surtout les relations avec d'abord les objets, les sites de la nature et les communautés. Comment faire qu'un enfant, quand il monte dans l'ascenseur, un noir ou un asiatique avec lui, ça lui dit rien de plus que je suis avec un humain. Or, maintenant, ce n'est pas le cas. Dès qu'il y a un ascenseur qui s'ouvre, le blanc remarque que c'est un noir, le noir remarque que c'est... Et parfois, il est gêné. Parfois même, il ne prend pas l'ascenseur, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a un noir ou parce qu'il y a un blanc, et il ne veut pas monter avec un blanc ou avec un asiatique. Et regardez à quel point nous sommes loin de la paix. Jusqu'à maintenant, personne ne peut me nier que cela arrive tous les jours, partout. Nous sommes loin de la paix, mais à une petite lueur d'espoir qui est l'éducation. Ah oui, c'est la seule. Écoutez, vraiment, je vous remercie. L'avantage de parler à un philosophe, c'est qu'il vous rende l'abstrait, le complexe, compréhensible. Merci. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.